Coucou la team Tresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, on a vu comment installer notre projet Laravel. On a un autre projet qui a été installé, on a utilisé Laravel New, et puis le nom de notre projet s'appelle Larafolio, d'accord? Comme ceci, pour pouvoir installer notre projet. Maintenant, je vais vous montrer comment lancer le projet, d'accord? Donc, je vais mettre une commande, et puis après, je vais vous expliquer ce qui se passe derrière. Donc, pour lancer votre projet Laravel, il vous suffit juste de taper PHP artisan serve, puis vous tapez entrée. Et là, on nous dit que notre serveur fonctionne actuellement au niveau de HTTP 127.0.0.1 au niveau du port Winning. Donc, moi, je peux faire commande clic ici. Et puis, vous voyez, mon projet est bel et bien là. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, on a lancé notre projet Laravel. Et je vais aussi tricher pour vous montrer d'où provient cette page-là qu'on voit, comme ceci, avec le logo, la racasse, toutes ces informations-là. D'où est-ce que ça provient? Moi, je vais tricher. Je sais que c'est ici, dans le dossier ressources, au niveau de views, et c'est ce fichier welcome.blade.php qui est responsable de cet affichage ici. Pourquoi pas, je vais retirer tout ce qu'il y a ici. Donc, je vais tout retirer. Si on revient là, et je fais un refresh, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Je vais revenir ici et puis je vais faire ici Hello World. Si je tente de revenir et je refresh, ah ouais, Hello World. Hello World est apparu ici. D'accord? Donc, ça, c'est notre projet Laravel qui a été lancé. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a fait PHP artisan serve pour que le serveur puisse être lancé. Donc, artisan, c'est quoi? Actuellement, ici, artisan, c'est ce fichier qui est là. Artisan. Donc, c'est un fichier PHP. OK? Donc, c'est un fichier PHP. Un fichier PHP peut ne pas avoir d'extension .php comme vous pouvez le voir ici. Donc, généralement, quand on dit un fichier PHP, là, je vais ouvrir un nouveau terminal ici. Et puis, je vais essayer de créer un fichier PHP pour vous. Donc, par exemple, là, toto.php. Donc, généralement, les fichiers PHP, il y a l'extension .php à la fin. Donc, si je viens, je fais echo hello world. Et puis, comme c'est un fichier PHP, je ne vais pas oublier de faire ça, PHP comme ceci. Puis, je vais mettre point virgule à la fin. Si je viens et je fais PHP et je fais toto.php, d'accord, ça va m'écrire hello world. Je vais pourquoi pas vous le prouver encore, hello world from tracer de code. Je vais mettre anti/n pour avoir le retour à la ligne. Si je fais PHP et puis je fais encore toto.php, vous voyez, hello world from tracer de code. Donc, ce fichier a été bel et bien exécuté. Maintenant, je vous dis que vous n'êtes pas obligé de mettre un .php à la fin de votre fichier comme extension. L'essentiel, c'est que le fichier respecte la syntaxe de PHP, c'est-à-dire qu'il faut que ça commence par ceci. Et ce serait bon. Dès que vous écrivez un code PHP correct, c'est correct. Donc là, ici, on a ce fichier artisan qui, ici, commence par ça. Et puis, on a une syntaxe correcte de PHP. Donc, c'est grâce à ce fichier-là, artisan, qui est responsable de savoir, OK, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que notre serveur puisse être lancé. Donc, dès qu'on fait PHP artisan serve, c'est bon, on a notre projet Laravel qui va être lancé. Donc, il ne faut pas que les choses soient comme magiques pour vous. C'est vraiment du code PHP pur, simplement, que vous aussi, vous aurez pu écrire. Donc, si vous avez eu à suivre les formations que je vous ai suggérées ou bien une autre quelconque formation PHP, dès que vous savez écrire du code PHP, vous aussi, vous serez capable de créer tout ce qui est à travers avec du PHP au niveau de Laravel. D'accord? Alors là, c'est bon, on a pu lancer notre serveur Laravel et puis on a vu d'où provient ce qu'on avait avant. Tout ce que moi, je vais faire, c'est revenir au niveau de welcome.blade.php. Je vais faire contrôle commande Z plutôt. Donc, dès que je fais commande Z et que je viens ici et que je fais un refresh, tout est revenu encore à la normale. Alors maintenant, on va tenter de parcourir un peu l'arborescence de notre projet Laravel. Alors, la plupart du temps que vous allez passer, ce sera au niveau du dossier app ici. Dans ce dossier app, on a tout ce qui a trait avec les contrôleurs.
Donc, on va en revenir aux contrôleurs. Qu'est-ce qu'ils sont exactement lorsqu'on verra l'architecture MVC? Les contrôleurs, les modèles également font partie de l'architecture MVC. Et la plupart du temps, vous allez plutôt passer beaucoup de temps au niveau de ce dossier APP ici. Alors, on a App Service Provider qui contient deux méthodes, la méthode register et puis la méthode boot. Au niveau de la méthode register, généralement, vous allez enregistrer vos différents services dans un but d'injection de dépendance, par exemple. Donc, au niveau de la chaîne YouTube Traceur de code, j'ai déjà fait une vidéo concernant l'injection de dépendance en long et en large. Donc, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, voir cette vidéo et puis mieux comprendre ce dont je suis en train de parler. Puis au niveau de boot, là, genre, c'est comme vous allez comme mettre des configurations, bien enregistrer des choses, bien placer des informations qui seront disponibles dès le bootstrapping de l'application. Donc, c'est des services qui vont être comme bootstrappés au fait. Donc, au démarrage de l'application, ils seront rendus disponibles. OK? Donc là, on a ce dossier APP. Le dossier Bootstrap également ici, donc c'est tout ce qui va concerner le bootstrapping de l'application. Comme vous pouvez le voir, on dit qu'au bootstrapping de l'application, il y a par exemple les providers qui doivent être, ce provider-là doit être exécuté au bootstrapping de l'application. Donc, si vous avez aussi d'autres providers, au bootstrapping de l'application, dès que vous mettez du code dans leur méthode boot, eux aussi seront exécutés. Donc, vous pouvez créer autant de providers, service providers que vous le souhaitez. L'essentiel, c'est qu'ils suivent la même signature. D'accord? Donc, on a ce fichier app également. Dans ce fichier app, c'est ici où on va comme donner les directives pour dire, OK, où se trouvent nos routes. D'accord? Donc, les routes se trouvent au niveau d'un dossier route et puis dans un fichier web.php où se trouvent les commandes dans ce fichier console.php dans le dossier route également. Pour vous montrer rapidement là, nos routes ici, par exemple web et puis console. Web et puis console. Donc, quand on parle de routes, c'est quand les routes permettent de dire, au fait, quand on met au niveau de notre URL, par exemple là, on dit quand on met slash, comme ceci, on veut récupérer cette vue welcome. D'accord? On veut récupérer cette vue welcome. Donc, ça, c'est les routes. Donc, on peut créer autant de routes que l'on souhaite. D'accord? Et puis, en fonction de la route, on peut faire une action spécifique. OK. Donc là, on a ça. Et puis ici, on peut enregistrer les middleware. On va revenir sur le concept de middleware. Ne vous inquiétez pas. On peut gérer les exceptions également. Si on descend au niveau de config ici, config, là, c'est tout ce qui a trait avec la configuration. Si vous voulez configurer votre application, par exemple, changer le nom. Donc, on va prendre le cas de changer de nom. OK. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, là, moi, je vais mettre, pourquoi pas, au lieu de toute cette information un peu compliquée, je vais mettre juste la info LIO. Et puis, ce que je vais faire, je vais venir dans welcome.blade.php et au niveau du titre, ici, moi, je vais dire que on souhaite utiliser plutôt la configuration app et puis name. Donc, va dans le dossier config, puis tu vas trouver app et puis tu vas trouver le fichier app et puis prends la clé name. Viens dans le dossier config, tu vas trouver le fichier app.php, puis tu vas trouver la clé name. Puis c'est l'information là qu'il faut mettre. Donc, si je tente de revenir, de regarder ici la Laravel, je vais refresh. Vous voyez, c'est devenu ici Lara Folio. Donc, en gros, vous pouvez mettre les configurations pour votre application comme vous le souhaitez. Là, moi, je vais revenir comme c'était avant. Vous pouvez dire quel est l'environnement donc, que vous voulez utiliser en ce moment. Donc, ici, on nous a mis ici env, app-env ou default production. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'environnement actuel, il faut aller chercher dans un fichier qui s'appelle .env. Donc là, il y a un fichier ici .env et il faut aller prendre la clé app-env ici. Donc, ce fichier, c'est ce qu'on appelle un fichier qui contient des variables d'environnement. Okay? Donc, des variables d'environnement. On va en revenir en long et en large, mais le plus important, c'est que ici, vous allez pouvoir configurer votre application comme vous le souhaitez. Donc, au lieu de comprendre tout ça, là, vous aurez pu directement dire actuellement, on est en production, tout simplement.
et puis c'est aussi pas correct. Mais en fonction de votre application et puis de la stratégie, vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez ici. En gros, ici, là, vous pouvez prendre le temps de lire petit à petit pour comprendre ce que chaque clé fait. Et ça, c'est pour l'application. Donc, si vous voulez configurer votre authentification, ici, les guards, par exemple, là, et les providers. OK, donc, on ne va pas rentrer dans les détails de ceci, là. Mais vraiment, c'est pour la configuration, tout ce qui est configuration de cache, pour la base de données, pour le système de fichiers, login, mail, configurer tout ce qui est en rapport avec les mails, les queues, les services, configuration des sessions. Tout ça, là, c'est pour la configuration. Si vous ne savez pas quoi faire, vous ne comprenez pas les choses, bon, la documentation reste votre meilleur ami. Donc, la Ravel documentation, par exemple. OK, donc vous venez ici et puis, je pense que si vous cherchez configuration, vous allez pouvoir voir beaucoup de choses en rapport avec la configuration. D'accord? En vrai, configuration de l'environnement. Et puis, vous voyez ici, on nous parle de your.env. Donc, il y a ce fichier env là qui permet aussi de gérer les variables d'environnement. Donc, si vous voulez comprendre vos configurations, juste tapez la configuration. Donc, configuration, par exemple, mail. Et puis, vous allez voir la configuration de mail. Configuration database, configuration view, service, session, tout ça là. C'est bien expliqué dans la documentation. Puis ici, là, on a le database. Donc, d'abord, je vais fermer tout ceci. Fermer ça, OK. Donc, ce dossier database aussi sera très important parce que bon, c'est ici que vous allez gérer votre base de données. D'accord? Par défaut, là, c'est SQLite actuellement qui est présent. Donc, c'est un fichier. Donc, une base de données de type SQLite, c'est un fichier. OK? C'est un fichier où on peut retrouver nos différentes tables. Donc, actuellement, on a la table users, par exemple. Donc, qui va contenir nos différents utilisateurs. Puis, on a d'autres tables également. On va en revenir par la suite. Il y a aussi ce dossier migration. Donc, la migration, en fait, ça permet de versionner votre base de données. Donc, au début, on peut dire que dans notre base de données, on a une table users. Et puis, on a les différents champs de notre table. Pensez que nos utilisateurs auront un nom, une adresse email, un champ pour voir quand est-ce que l'adresse email a été vérifiée, puis un champ password, et puis d'autres tables avec leur champ, ainsi de suite. Donc, à l'instant, donc ça c'est une date. Donc, à cette date, il y avait cette table. Quand on crée des migrations, chaque migration a une date donnée et puis contient les informations qu'il faut apporter à la base de données. Donc, vraiment, c'est pour versionner la base de données. Ensuite, on a également les factories et puis les seeders. Donc, les factories et puis les seeders, là, c'est vraiment pour populer la base de données. D'accord? Donc, au début, là, avec des fausses données. Donc, au début, par exemple, quand il n'y a pas d'utilisateur actif, bien quand il n'y a pas de données réelles dans l'application et que vous voulez quand même avoir des fausses données pour voir comment se présente l'application, OK? Donc, vous pouvez utiliser les seeders. Les seeders, là, vraiment, ça permet. Par exemple, ici, là, ce seeder utilise le factory user pour créer plusieurs utilisateurs. Donc, le factory, donc, vous voyez ça en fait que quand vous utilisez les seeders, c'est eux qui vont vraiment populer la base de données avec des fausses données. Maintenant, quand vous prenez une factory, par exemple, user factory, c'est comme un blueprint, c'est comme un template de à quoi va ressembler une donnée utilisateur. Donc, à quoi? Donc, ça définit comme un ensemble de champs données avec une base, au fait, de ce que c'est qu'un utilisateur fake. Donc, un utilisateur fake, donc il y a le champ name qui doit être fake, comme ça, fake name. Donc, fake, là, ça provient de faker, donc c'est une autre librairie PHP. À quoi ressemble un email? À quoi ressemble un email verified dans ce champ-là? Le mot de passe. Donc, tout ça, là, c'est des trucs fake. Donc, le factory, c'est comme genre un template, genre un blueprint, genre un format de base donnée sur lequel on va pouvoir générer plein de fake données. On va en revenir. Donc, les factories et puis les seeders travaillent conjointement pour générer de fausses données. Ensuite, on a le dossier public. Le dossier public, c'est vraiment public, c'est-à-dire tout ce qui va se retrouver dans ce dossier-là. Vous allez pouvoir y accéder via votre URL ici. Par exemple, je peux venir ici et puis vous voyez, il y a déjà favicon.ico. Si je viens et puis je fais /favicon.ico, je devrais pouvoir accéder à ça. Donc, ici, on nous dit ne peut pas être affiché car il contient des erreurs. OK, donc ça ne peut pas être affiché, mais quand même, je peux y accéder. Je peux venir et puis créer un autre fichier
hello.php. Et puis là, je vais avoir par exemple mon fichier PHP. Puis je vais pourquoi pas mettre echo hello from dresser, dresser the codes, point virgule. Puis vous allez voir si je tente de faire /hello.php parce que c'est disponible dans public. Vous voyez que ça s'est bel et bien affiché. Vous pouvez mettre plein de choses, des images, des fichiers, peu importe tout ce que vous souhaitez que ça soit disponible publiquement. Ok, donc ça va pouvoir s'afficher. Si je viens ici, au niveau de ressources, donc ce dossier ressources aussi sera très, très, très important parce que ici, là, vous allez gérer le pourvu, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'application. Par exemple, vous avez vu que welcome.blade.php, c'est ça qu'on voit. Donc, quand on fait slash, on voit la page welcome.blade.php. Et donc, vous pouvez créer autant de vues. Donc, les vues aussi, ça fait partie d'un concept de l'architecture MVC. Donc, on verra, on va revenir en long et en large sur les vues également. De la même manière, vous allez pouvoir créer vos fichiers CSS et puis vos fichiers JavaScript également ici au niveau de ressources. D'accord? Alors, je vais descendre. Donc, les routes, on a vu le dossier routes. Donc, c'est routes. On a vu le fichier web.php. C'est ici où on définit nos routes. Par exemple, actuellement, on a dit que quand on fait slash, c'est welcome qui est arrivé. Le fichier welcome.blade. Donc, quand on fait slash, c'est le fichier welcome.blade.php qui est affiché. J'aurais pu dire que si on fait dresser, comme ceci, c'est quand on fera slash dresser que le welcome.blade.php va arriver. Donc, je peux venir et puis, si je fais maintenant slash, eh bien, il va me dire qu'il n'a pas trouvé la page. Mais si je viens et je fais slash dresser, là, il va me dire qu'il a trouvé la page. Donc, ça, c'est le routing. Donc, c'est mapper l'URL avec ce que l'on souhaite faire. Mapper l'URL avec ce que l'on souhaite faire. Là, par exemple, on souhaite afficher welcome. OK. Donc là, je vais revenir comme ceci. Au niveau de storage, ici, c'est ici qu'on va stocker nos différents fichiers, par exemple. OK. Donc, si on veut stocker des fichiers, c'est ici au niveau de storage qu'il faut le faire. De la même manière, ce dossier storage, là, donc, bon, il contient également le dossier framework où le framework Laravel lui-même peut stocker également par lui-même des informations concernant les sessions, des informations concernant les tests, des informations concernant les vues pour minifier les vues, par exemple. D'accord? Donc, vous voyez par exemple ici ce fichier-là. Ce n'est pas pour vous, mais il me semble qu'il ressemble beaucoup au fichier welcome.blade.php. Je peux tenter de voir Laravel has wonderful documentation. Donc, si je viens ici, je pense que vous voyez là, Laravel has wonderful documentation. Donc, ce n'est pas le fichier welcome.blade.php, mais c'est un fichier qui a été généré par le framework pour comme optimiser les vues. D'accord? Donc, ce dossier, où on pourra y mettre des informations, par exemple, stocker des fichiers. Alors, quand quelqu'un vient pour uploader un fichier, là, on pourra le stocker ici. Et le framework lui-même, genre Laravel aussi, pourra y mettre des informations. Il pourra également mettre des informations de log. D'accord? Donc, de log. Donc, ici aussi, pourra loguer des informations ici. Ensuite, on a le dossier test. Donc, ce dossier test là, c'est vraiment pour écrire des tests. Donc, on peut écrire des tests de fonctionnalité ou bien des tests unitaires comme bon nous semble. D'accord? Donc, dans cette série de vidéos, on va écrire également des tests. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un test? C'est que généralement, quand vous faites une application, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? Maintenant, quand vous-même, vous testez vos applications, donc ça peut être fastidieux de faire des tests manuellement. Par exemple, là, vous voulez vous assurer quand vous venez sur slash, ben, c'est cette page qui est affichée. Ou bien quand vous remplissez un formulaire, vous voulez vous assurer que quand on remplit correctement tous les champs, l'action qui doit se passer, là, genre par exemple le stockage de la donnée se passe correctement. Ben, c'est bien d'utiliser, d'écrire des tests parce que ça va vous automatiser tout cela complètement. Et c'est surtout bon d'écrire des tests parce que si vous faites une fonctionnalité X aujourd'hui qui fonctionne, si vous n'écrivez pas de test dessus, le jour où vous allez faire une autre fonctionnalité Y qui peut-être a besoin de modifier votre fonctionnalité X pour que elle fonctionne, si vous ne savez pas faire en modifiant la fonctionnalité X pour que la fonctionnalité Y marche, il se pourrait que vous fassiez des erreurs au niveau de la fonctionnalité X. Donc, je donne un exemple simple. Peut-être que aujourd'hui, vous avez un formulaire pour créer des utilisateurs. Et puis demain, vous faites un formulaire pour créer des départements. Et là, vous dites que, OK, quand on crée un département, il faut pouvoir y associer des utilisateurs.
Maintenant, quand créant le formulaire du département, vous vous rendez compte que, OK, il manque une information qu'il faut rajouter dans le formulaire des utilisateurs également. Alors, vous partez, vous mettez l'information. Par exemple, peut-être c'est un matricule qu'il faut rajouter pour les utilisateurs. Une fois que c'est fait, vous avez peut-être fait une erreur genre, sans vous en rendre compte, mais ça a fait quand même que la fonctionnalité de département marche pour vous. Maintenant, si vous avez écrit des tests, le test va vous dire, écoutez, vous avez rajouté maintenant les matricules, alors qu'avant, on ne l'avait pas. Et ça va faire échouer votre test. Et puis là, vous allez pouvoir retourner voir votre test. OK, c'est vrai. Maintenant, on a un matricule qu'il faut rajouter au niveau des utilisateurs. Donc, on va voir, OK, qu'est-ce qui se passe et puis minimiser les erreurs au fur et à mesure. Donc, c'est très bon d'utiliser, d'écrire les tests. OK? Donc, vendor, ici, là, ça vient avec Composer. Donc, vendor, là, ça contient toutes les dépendances de votre application. Donc, là, par exemple, Composer, on l'avait vu. Donc, Composer permet de voir les différentes dépendances de notre application. Donc, on voit qu'il y a la Laravel Framework, il y a la Laravel Tinker, donc ce sont des dépendances. Tout ça là, c'est des dépendances. Donc, ça, c'est des dépendances qui sont uniquement requises quand on est en train de développer. Maintenant, ici, là, c'est vraiment les dépendances dont on a besoin en production. Okay? Donc, require et puis require dev. Dev, là, en développement. Require, là, c'est vraiment important en production. Alors, composer lock, ici, généralement, vous ne devrez pas toucher ici parce que c'est ici que composer sait quelle est la version spécifique qu'il faut que l'application utilise. Parce que parfois, ici, au niveau de composer.json, là, ici, alors, je n'ai pas un. Donc, par exemple, ici, là, vous voyez ça 8.2, ça 2.9. Ça ne dit pas vraiment quelle est la version exacte qui est en train d'être utilisée. Nous, on peut le voir ici. On sait que c'est 1.24.1 qui est la vraie version qui est en train d'utiliser. Vous allez pouvoir retrouver l'information au niveau du composer lock. Je vais tenter de voir si je cherche Faker. Ouais, c'est ça ici, par exemple. Faker 1.24.1. D'accord? Donc, ce fichier .lock, lui, va vous dire exactement quelle est la vraie version qui est en train d'être utilisée. Alors que celui-là va comme donner comme le minimum requis. Donc, ça dit la version minimale requise pour que toutes les dépendances fonctionnent correctement entre elles. Vous ne devrez pas toucher ce fichier normalement. Ensuite, on a le fichier package.json. Donc, ça, c'est un peu comme Composer, mais pour JavaScript, d'accord? Donc, c'est un peu comme Composer. Composer, c'est pour PHP. Et bien, package.json, d'accord? C'est pour JavaScript. Ensuite, ça, c'est utile quand on écrit nos tests. Ceci aussi, c'est bon, tout ce qui est en rapport avec du CSS. En gros, le post css.config.js, ce que ça fait, c'est que si par exemple, là, vous avez un fichier CSS, il va comme voir, est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous avez mis dans votre fichier CSS qui ne sont pas encore comprises par tous les navigateurs. Puis il va essayer de comme rajouter à votre fichier CSS les petits patchs là qui sont nécessaires pour que tous les navigateurs genre, essaient de comprendre votre fichier CSS. Donc, ça, si vous allez mettre les configurations, bon, on ne va pas trop s'en servir, on ne va pas vraiment s'en servir dans cette série de vidéos. Mais si vous voulez plus en savoir, là, ils ont leur post CSS. Ici, voilà. Donc, on va voir, on nous dit ici que PostCSS, c'est un outil pour transformer vos styles avec des plugins JavaScript. Donc, ces plugins peuvent faire des links pour vos CSS. On essaie de voir, par exemple, est-ce qu'il y a des erreurs et tout. Et puis, ça supporte les mixing. Bon, on peut compiler, au fait, les syntaxes CSS futurs qui ne sont pas encore disponibles. Okay? Donc, les mixing, là, c'est plus par rapport au SCSS, du CSS avancé. Donc, c'est un peu ça pour CSS, d'accord? Nous, on ne va pas trop s'en servir dans cette série. Tailwind, on va utiliser Tailwind, donc c'est le framework CSS que nous, on va utiliser. Donc, de la même manière que Laravel, c'est un framework PHP, Tailwind CSS, c'est un framework CSS. Alors, on a ce fichier toto.php là qui est gardé, donc je vais le supprimer. Maintenant, ensuite, on a le fichier vite.config.js. Donc, vite, ce que ça fait, c'est que ça va prendre vos fichiers CSS et puis JavaScript. Et puis, s'il y a des syntaxes qui ne sont pas du CSS pur natif, vous voyez par exemple ça, Tailwind, Base, Tailwind, Component. C'est pas du CSS classique au fait. Donc, vite va essayer de prendre votre fichier CSS et puis convertir ça en fichier CSS vraiment classique avec des classes H1, ainsi de suite, et puis ce qu'il faut
nécessairement, en fait. Donc, ça va comprendre tout ça et puis convertir ça en CSS pur natif. Ok. Il va faire la même chose pour JavaScript également. Donc, là, vous voyez par exemple ici, app.js, on fait, ou bien Bootstrap, vous voyez, on fait import Axios from Axios. Donc, ça, c'est la syntaxe avec MaxScript et tout. Donc, il va comprendre ces informations-là et puis transformer ça en JavaScript pur. Donc, vite fait, là, fait ça. Donc, vite, c'est vraiment pour compiler, au fait, nos assets, nos JavaScript et puis nos CSS. Ça va vraiment les compiler pour avoir des trucs très natifs. On a notre fichier .env pour les variables d'environnement. On a ici env.example. En gros, c'est quoi? En gros, les fichiers d'environnement, d'accord, les fichiers .env, ils ne doivent pas être committés sur un dépôt GitHub ou bien GitLab. Ils ne doivent pas être committés. Donc, comme ils ne doivent pas être committés, ça, c'est vraiment propre à vous lorsque vous développez votre application. Donc, puisque vous ne voulez pas que ça se retrouve dans un dépôt GitHub ou bien GitLab ou Bitbucket, vous pouvez dire aux autres développeurs qui contribuent à votre travail, vous pouvez leur dire, écoutez, je ne vais pas publier mon fichier .env, mais voici un exemple de ce que j'ai. Donc, vous pouvez mettre de fausses informations ici qui ne sont pas relatives à vous, mais que les autres développeurs pourront les utiliser. Donc, ils sauront que, OK, dans l'application, il faut utiliser AppName, il faut utiliser AppEnv, il faut utiliser AppKey, il faut utiliser DBConnection. Donc, ils sauront, OK, au moins les variables d'environnement. Ça, c'est une variable d'environnement. Les variables d'environnement qu'il faut utiliser. Et puis, eux, ils pourront comme customiser ça en fonction de leur convenance, OK? Donc, Git ignore, là, c'est pour dire quels sont les dossiers et puis fichiers qui doivent être ignorés lorsqu'on veut prendre notre code et puis envoyer ça dans un dépôt. Git, je pense que c'est tout. Donc, ici, il y a editor config. Là, bon, ça, on s'en fout un peu. Là, c'est juste comme pour dire quelles sont les configurations qu'il faut prendre en compte par rapport à notre éditeur de texte. Par exemple, là, l'indentation, là, donc on fait indent, là, il faut que ça soit comme 4 espaces. Donc, je fais indent. Vous voyez que ça fait 4 espaces. Donc, 1, 2, 3, 4. OK? Parfait, parfait, parfait. Donc là, on a vu vraiment les dossiers. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais ouvrir le projet qui est complété, celui-ci. Et puis, rapidement, je vais essayer de vous montrer les choses que on a actuellement. Donc, ça, c'est le projet qui est terminé. Alors, déjà, première chose que j'aimerais vous montrer, c'est que si je fais PHP Artisan Serve, vous allez voir qu'il me dit que le port 8000 est en train d'être utilisé. Donc, il va automatiquement basculer vers un nouveau port. Donc, en l'occurrence, il part au niveau du port 8001. Si je fais ceci, vous voyez que c'est pas joli. Genre, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Notre CSS ici, là, genre, c'est pas du tout ça. La raison pour laquelle ce n'est pas bien joli comme on l'espérait, c'est que si je viens au niveau de, alors, ressources, et puis views, et puis welcome, vous allez voir que je vais monter en haut. Ici, là, ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est vite. C'est vite qui nous fournit les informations nécessaires pour le CSS et puis pour le JavaScript. Donc, moi, par exemple, genre, lorsque je développais l'application au début, j'ai eu à créer un fichier CSS au niveau des ressources et puis app.css. OK? Donc, pour que ce fichier soit vraiment rendu disponible, il faut que Vite soit en train d'être tourné. Il faut que Vite soit en train d'être tourné pour que ce fichier soit disponible. Pour que Vite puisse tourner, il faut que je fasse yarn run dev. Puis là, il va me dire que, vous voyez ici, vous voyez ici, Vite est en train de fonctionner. Et dès que je vais revenir et puis je vais faire un refresh, voilà, Vite commence à fonctionner et puis notre application est bel et bien jolie comme on l'espérait. Donc là, c'est bon. Je vais rapidement parcourir. Vous voyez le dossier app. On a ce contrôleur qui a été créé, Project Controller. On a un autre dossier, là, ça c'est pour tout ce qui a trait avec l'authentification. Vous voyez, c'est la connexion, inscription, donc c'est tout ce qui a trait avec l'authentification. Donc, on a des contrôleurs qui sont créés. On a des modèles ici, donc on va revoir. Donc, j'ai ce modèle project, on va en parler. Il y a le dossier request, ça c'est un rapport avec les formes request, on va les voir. Donc, ça c'est tout ça, c'est dans app. Au niveau de Bootstrap, ici, on a toujours celui-là. On n'a pas fait grand-chose. Au niveau des configs, c'est les mêmes fichiers. Les databases, donc on a Project Factory, donc on aura créé une factory, on aura créé des migrations, ok, donc la migration pour les projets. On a un Project Seeder, d'accord, donc qui utilise Project Factory, comme je vous l'ai dit. Alors, public,
On a ce dossier image, on a mon storage ici également. Donc, en gros, tout ce qui est ici au niveau du public, comme je vous l'ai dit, on pourra y accéder depuis notre navigateur, OK, notre URL. On a nos vues, donc on a des vues qui ont été créées, donc des dossiers qui sont là, OK, d'accord. On va voir tout ce qui est concerné layout, ainsi de suite. Donc, ressources, on a nos routes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a cette route-là, mais on a changé les choses. Il y a ceci également. Donc, tout ça, c'est des routes qu'on aura à créer tout au long de l'application. On a ici, là, ce dossier public, project, et puis vous voyez que, comme je vous disais, on peut stocker des images, d'accord? On peut stocker des images dans ce dossier storage. Donc, ça, c'est des images qui ont été stockées. Puis, on aura à écrire des tests. Donc, ça, c'est des tests. Donc, c'est le dossier test. Donc, on a écrit des tests. Et puis, voilà, en gros, c'est ça. OK? Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va s'arrêter là et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir quelque chose d'encore plus cool. Salut!